Il est 19 heures. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si je puis dire, mes très chers frères et mes très chères sœurs, bienvenue sur cette webconférence où nous avons le plaisir d'accueillir Yves Vaillancourt, comme vous voyez, philosophe et écrivain. Avant de lui laisser la parole pour son intervention, simplement en quelques mots, vous résumez le parcours de Yves qui est assez riche. Donc, il est né en 1960 à Montréal, des études de deuxième et troisième cycle en sciences politiques et en philosophie à Montréal et à Paris. Il est maintenant professeur de philosophie au collège Aounzik depuis 1993. Alors, Yves est un écrivain, philosophe polyvalent, puisqu'il écrit des nouvelles, des romans, des essais. Il a d'ailleurs reçu en 2021 le prix Jean-Claude Simard par la Société des philosophes du Québec pour l'ensemble de son œuvre. Il a également obtenu, comme essayiste, le prix Esdras Mainville en 1994. Concernant la maçonnerie, puisqu'il s'agit bien de notre frère, il était initié au GEDF en 1987, puis il a fondé le Grand Orient du Québec en 2012 et signé le traité d'amitié avec le Grand Orient de France en 2022. En tant que grand maître, ce qu'il a occupé pendant la période 2017-2022. Et à noter qu'il suit avec intérêt les travaux de la CNRDD depuis 2021, la CNRDD Région 9, qui vous propose donc cette webconférence. Vous pourrez interagir avec Yves via le chat et l'onglet questions et réponses QR. L'idée est de traiter les questions, l'ensemble des questions, plutôt à la fin de son intervention, qui doit durer à peu près quarantaine de minutes. Eh bien, Yves, après cette première présentation, si tu m'entends, Oui, bien sûr. eh bien, je te laisse la parole. Je ne te vois pas sur l'écran. C'est écrit impossible de démarrer la vidéo. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que Ah, c'est l'animateur qui l'a arrêté. je suis comme ça alors. Eh bien, je vais. Voilà, ça devrait s'arranger. Oui, je crois, oui. Oui, C'est bon? oui. Là, on me voit. Ben voilà. Eh bien, écoute, Yves, tu as la parole. T'écoutons. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour cette généreuse introduction. Merci à tous ceux qui sont présents. Je ne vous vois pas, ça sera le cas tout à l'heure. Je vois ceux qui sont devant moi et je les remercie aussi. Euh, eh bien, c'est une communication que j'aimerais faire sur un sujet qui nous concerne plusieurs d'entre nous, francs-maçons, et devrait tous nous concerner depuis plusieurs années, la franc-maçonnerie et le vivant. Alors, j'ai découvert la franc-maçonnerie ainsi que l'écologie vers la fin des années 80. Mais je n'ai fait aucun lien entre les deux pendant bien des années. Alors, j'ai été initié, comme Xavier l'a rappelé, dans une loge du Grand Orient de France en 1987. Et durant ces années, je traduisais, j'ai été le premier traducteur francophone du manifeste de la Deep Ecology, qu'on appelle en français écologie profonde, manifeste intitulé Le superficiel et le profond, ma traduction qui avait été publiée dans une revue des sciences sociales du Québec. Mais encore une fois, entre mes planches d'apprenti et de compagnon, ou les questions qui étaient à l'étude des loges, dont j'ai un vague souvenir, et mon militantisme écologiste de l'époque, il n'y avait aucune, mais vraiment aucune connexion. Notre intérêt sociétal était massivement tourné vers les prodromes de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Empire soviétique. Il m'aura fallu près de 25 ans de franc-maçonnerie pour me poser la question de notre rapport au vivant. Nous avions créé un Grand Orient du Canada
en 1991. Et nous avions reproduit la Constitution du Grand Orient de France. Mais comme nous étions souverains, il nous était possible d'amender nos principes. On sait que Spinoza a reproché à Descartes de faire de l'être humain un empire dans un empire. En effet, l'auteur du discours de la méthode avait fait de l'homme le seul dépositaire de la pensée, ce qui lui permettrait de s'affranchir du règne de la nécessité et de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, les principes que nous répétons à l'ouverture de nos travaux en loge et qui nous préparent mentalement à accueillir l'ordre du jour de la tenue comme un événement séparé du monde profane, nous séparent bel et bien aussi de la nature, puisque rien, absolument rien, n'est dit à son sujet. Nous travaillons à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Nous clamons l'importance de principes grandioses tels que le refus de l'affirmation dogmatique et la liberté absolue de conscience. Mais rien n'est dit au sujet des végétaux et des animaux qui nous ont accompagnés au cours de l'évolution naturelle et qui font, eux aussi, que la terre que nous habitons est habitable. La nature ne semble pas exister en regard de nos principes et nous pourrions renouveler le reproche que Spinoza avait fait à Descartes d'avoir élevé l'être humain au rang d'empire dans un empire. Un parallèle instructif avec ce constat m'a été fourni en 2013 par Stéphane Hessel, l'auteur du manifeste Indignez-vous. On sait que Hessel, après avoir été un résistant anti-nazi, condamné à mort, réussissant à s'échapper des prisons allemandes, a été, au lendemain de la guerre, un proche collaborateur des diplomates français Henri Laugier et René Cassin, qui, sauf erreur de ma part, étaient tous les deux des francs-maçons du Grand Orient de France. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu sur le chemin une résidence René Cassin ici à Nantes. Hessel a été impliqué dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, promulguée à l'ONU en 1948. Or, en 2013, ce même Stéphane Hessel déclara qu'il manquait à cette déclaration un volet sur les obligations de l'humanité à l'égard du vivant. Bien entendu, la prise de conscience de notre impact destructeur sur l'habitat terrestre n'avait pas encore été faite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Hessel, bien sûr, précisa que cette déclaration avait été rédigée essentiellement pour prévenir, dans l'espoir de prévenir le retour de la barbarie qu'avait été l'Holocauste. Mais 50 ans plus tard, elle ne répond pas, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, selon Stéphane Hessel, à ces défis que sont les changements climatiques et la 6e extinction massive des espèces. Alors, je pense que si un Stéphane Hessel, proche collaborateur de ceux qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut dire ceci de cette déclaration, un document phare pour l'humanité, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons en dire autant de nos propres principes en tant que francs-maçons. Et que c'est un devoir de vérité que nous devons faire au préalable. Certes, nos principes répondaient à l'exigence des Lumières de faire accéder tout le genre humain au perfectionnement intellectuel. C'était un projet dont Montesquieu, dont Rousseau, dont Condorcet furent les penseurs optimistes, mais nous ne pouvons plus en 2024 nous en tenir à cet anthropocentrisme muet sur l'importance et la dignité du vivant en dehors de l'être humain. Pour ma part, après ce constat préliminaire sur nos principes et l'ambition d'y remédier, je me suis penché sur nos rituels et sur nos symboles. J'étais familier de la pensée de Carl Gustav Jung, pour lequel la psyché humaine s'oriente grâce à des archétypes qui sont des créations spontanées et récurrentes de l'inconscient.
Jung aborde ce sujet dans plusieurs ouvrages, notamment dans Les racines de la conscience, un essai qui traite beaucoup d'un de ces archétypes, l'arbre. Dans Images et symboles, Mircea Eliade avance lui aussi un concept similaire à l'archétype dans son étude des cosmogonies d'un nombre très varié de cultures. Alors pour Jung comme pour Eliade, l'arbre est un symbole universel, exprimant à la fois l'enracinement dans la terre et l'élévation vers le ciel. Et je me suis demandé pourquoi l'arbre était absent de notre symbolique maçonnique, mis à part les arbres coupés et laminés d'argent qui, selon un rituel, ont servi à l'édification du temple de Salomon. Je me suis alors livré à une étude exhaustive de la place des végétaux et aussi des animaux dans nos rituels, tableaux de loge et décors du temple. Le résultat de cet inventaire a été publié dans un chapitre de mon essai Souviens-toi que tu es vivant. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Quelques grenades, une corde à nœuds, un coq qui se réveille, esselé à la lueur d'une bougie, dans une sorte de caveau et qui se rendort jusqu'à la prochaine fois. Devant vous aujourd'hui, je ne voudrais pas repasser tout cela en revue et je vous demanderai de m'accorder que la récolte est mince. La symbolique maçonnique s'appuie essentiellement sur le règne minéral. Nous en parlions tout à l'heure. Nous sommes des pierres et grâce à nos outils et à notre travail, ces pierres forment ou formeront un temple qui n'est pas conçu comme quelque chose d'organique, c'est-à-dire de putrescible, de vivant et donc aussi de mortel. Mais il doit être conçu comme imputrescible, c'est-à-dire d'une qualité qui échappe à la qualité, d'une qualité qui échappe à la condition de vivant et de mortel. Alors j'aimerais donc diviser le temps qu'il me reste pour cette allocution en deux parties. D'abord, comprendre les causes, ayant évacué la nature de nos principes et symboles. Et ensuite, surtout, proposer des voies alternatives qui soient compatibles avec notre héritage des Lumières, qui est basé sur le refus du dogmatisme et une quête d'universalité. Je pense que l'intérêt manifesté par plusieurs de nos membres et de nos loges pour la spiritualité autochtone pourra avantageusement être stimulé ici. Alors, Jean Vioulac est un professeur de philosophie en banlieue parisienne. Il est l'auteur d'un essai implacable intitulé Métaphysique de l'Anthropocène, dont le second tome a comme sous-titre Raison et destruction. Je dis implacable car l'auteur fait un procès bien argumenté des causes de la destruction actuelle du vivant, qu'il ne faudrait pas limiter à un appétit démesuré des ressources naturelles par un capitalisme déréglementé. Les causes sont plus anciennes et remontent à ce Platon, celui-là même qui avait fait inscrire que nul n'entre ici s'il n'est géomètre à l'entrée de son académie. Une phrase que nous, francs-maçons, aimons bien répéter lors des initiations au second degré. Vioulac base sa thèse sur le fait que la géométrie ne s'intéresse guère au corps matériel et à leurs formes naturelles, approximatives. Elle vise plutôt des formes idéales, pures et exactes. Le tronc d'arbre est donc délaissé pour le cylindre, la boule qu'est la pomme est dédaignée au profit de la sphère, comme le champ de blé le sera pour le plan. La matérialité et l'organique doivent être éliminés afin de réduire la contingence et dégager un savoir véritable, mathématique. Platon écrira dans sa République, la géométrie est le savoir de ce qui est toujours. Elle est donc propre à tirer l'âme vers la vérité en l'orientant vers le haut. Alors, Jean Vioulac, montre alors tout le développement philosophique et scientifique à partir de Platon et des Grecs jusqu'aux Lumières avec des penseurs comme Leibniz qui vont accentuer cette emprise
de la logique et du calcul et paveront la voie aux techniques faisant de la nature une machine. L'auteur pense que la société moderne impose une sorte de machinisme pour lequel le vivant, et ceci inclut les humains, ne sont plus que des fonctions. La logique de ce machinisme serait de tout réduire au rang de matière première, transparente au calcul. Et Viewlak esquisse le portrait d'une histoire qui, en mathématisant le vivant, prépare sa liquidation. La métaphysique de l'Anthropocène conduit donc à rien de moins que notre annihilation. Et cette géométrie que nous vénérons serait un vecteur, selon lui, de la pulsion de mort. Je note aussi un passage fort intéressant du livre où l'auteur montre comment Francis Bacon a recadré l'alchimie dans son rapport au vivant. Les clés de l'art sont coagulation, dissolution, incinération, séparation, calcination, car la matière et le vivant doivent être sublimés. Le corps n'est que matière vile en attente de volatilisation. Alors, l'auteur conclut plus loin en affirmant que notre époque, anthropocène, est celle où l'homme est le bourreau de soi-même et du vivant. Le Global Assessment Report, publié par les Nations Unies en 2022, avertissait que l'humanité est entrée dans une spirale d'autodestruction. Alors, je pense que la thèse de Jean Viewlak, comme quoi la géométrie des Grecs portait en puissance un projet létal de numérisation du vivant, est à même de provoquer la réflexion critique des francs-maçons que nous sommes au sujet de cet art royal que nous vénérons. Je vous invite donc à approfondir cette hypothèse. Pour ma part, je me suis intéressé à d'autres racines historiques du refoulement de la nature, à savoir le christianisme. Une telle approche est tout à fait compatible avec celle de Jean Viewlak. Elle est en fait complémentaire. C'est Carl Gustav Jung, l'un des maîtres en matière du retour du refoulé, qui faisait valoir que l'un des grands défis du christianisme primitif a été la barbarie des jeux du cirque. Sénèque avait déjà opposé la sauvagerie des jeux à la mission civilisatrice du livre. Les jeux faisaient contempler chaque année la mise à mort de centaines d'humains et de milliers d'animaux sauvages. Cette violence sacrificielle était pratiquée, elle était la continuation d'archaïques rituels païens pratiqués dans tout le bassin méditerranéen. Alors, éradiquer les jeux, c'était pour l'Église refouler l'instinctivité et d'évaluer une nature animale dont la négativité fut saisie par le terme de bestialité. Et le baptême chrétien permet à l'homme d'échapper à son identité naturelle et de naître en esprit. Ne prétendons-nous pas un peu la même chose lors de nos initiations? Bien entendu, le christianisme a préservé des résidus thériomorphes hérités du paganisme. Ces poissons, agneaux, colombes et pélicans. Mais ils sont devenus des figures du Christ. Un vrai pélican ne déchire pas ses chairs pour nourrir ses petits. C'est au contraire un prédateur. Alors, l'effort des grands esprits de l'Antiquité tels Aristote et Pline l'Ancien d'établir une continuité entre l'homme et le reste du vivant venait d'être anéanti pour plusieurs siècles. L'absence de l'animal dans la symbolique maçonnique trouve là son origine. La suite est assez connue. La franc-maçonnerie est fille des Lumières. Descartes va ravaler la nature au rang de machine inanimée. On connaît son exhortation à se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le comme ici n'est qu'une réserve diplomatique afin de ne pas heurter l'Église. Alors, l'élévation de l'homme par l'usage de la raison va trouver son apothéose dans cette religion de l'humanité, ce grand être célébré par Auguste Comte
et dont plusieurs rituels maçonniques conservent la lettre et l'esprit. Ces rituels valorisent le travail, les arts, la science, mais la nature n'y existe qu'à l'arrière-plan, comme ce qui est perçu, compris, conçu et travaillé pour le seul bénéfice de l'humanité. L'abattage du chêne de Wotan par saint Boniface au 8e siècle et l'intronisation de la déesse Raison à Notre-Dame au début de la Terreur sont des moments forts où l'Église et le positivisme, ces deux sources de la franc-maçonnerie, se sont illustrés dans une même dévaluation malgré la différence des motifs. Le désenchantement du monde qui a résulté de la transformation du vivant en simple réservoir de ressources quantifiables entraîne aujourd'hui une réaction compensatrice, dont nous sommes un petit exemple. Ce qui a été refoulé doit revenir à la surface, c'est-à-dire à la conscience, être intégré et devenir partie constituante et même fondamentale du temple. Oserions-nous dire, en citant Jésus, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Mais comment faire? Quelle médiation avec le vivant pouvons-nous rétablir, mieux affirmer? Voilà maintenant ce avec quoi j'aimerais conclure. Commençons par le plus facile, les principes. Il suffit d'un convent, d'une proposition, d'une argumentation et d'un vote. L'article 1 de la Constitution n'est pas l'équivalent d'un landmark prétendument immuable. Tous ont en mémoire le convent historique de 1877, où après d'âpres et longs débats, la référence à l'être suprême et à l'immortalité de l'âme ont été supprimées. Pouvons-nous raisonnablement prétendre que nous sommes aujourd'hui à une pareille croisée des chemins et que nous devons prendre acte dans nos principes des défis nouveaux qu'apporte ce que l'on a nommé l'Anthropocène? Au Grand Orient du Québec, nous l'avons fait l'an dernier. Évidemment, nous n'avons que 5 loges, moins que la plus petite de vos régions. Donc, c'est plus facile du point de vue de la procédure. À la fin du rappel des principes, juste après, la franc-maçonnerie attache une importance fondamentale à la laïcité. Nous avons ajouté, elle inscrit ses travaux et ses principes dans le respect de la biosphère et du vivant. Bien entendu, on peut proposer des variantes à ces termes, tels que nature, devoir, génération future, etc. L'important, nous semblait-il, était d'insérer une phrase prenant acte de la situation actuelle et nous le rappelant lorsque nous ouvrons les travaux. J'ai entendu dire que pour certains d'entre nous, une telle phrase placée à la fin du rappel des principes pourrait réduire l'importance de la précédente, celle qui affirme l'importance fondamentale de la laïcité. Je ne le crois pas. Les défis apportés par les changements climatiques s'inscrivent dans un contexte social où la laïcité devient un atout. Lorsque la Banque mondiale évalue à 250 millions le nombre de migrants climatiques qui viendront s'échouer sur les rivages de l'Occident d'ici 2050, comment ne pas réaliser le défi posé aux structures d'accueil, à l'hospitalité et à l'intégration? Comment ne pas voir l'importance de la laïcité pour freiner la montée des extrêmes et recréer dans ce tumulte un sens commun? Il me paraît regrettable de constater que des écologistes aient pu négliger l'importance fondamentale de la laïcité et ainsi laisser ce thème aux bonnes grâces du Rassemblement national. Mais je ne m'immiscerai pas plus dans ces affaires politiques et je laisse. Je conclurai ce point en disant qu'il nous faut essayer de démontrer à nos frères et sœurs que la prise en compte du vivant et la laïcité sont des enjeux qui peuvent être pensés et protégés ensemble. Abordons maintenant des thèmes symboliques. Certains de nos rituels ou de nos commentaires dévaluent
la matière, c'est-à-dire ici l'ensemble de la nature à l'exception de l'homme. J'ai un commentaire sur un rituel du rite français au 3e degré disant que le compas domine l'équerre comme l'esprit domine la matière. Certes, il s'agit d'un commentaire, mais combien de passages de nos rituels, quel que soit le rite, reprennent ce motif de la domination de l'esprit sur la matière? Nous sommes en plein cartésianisme. Dans un premier temps, je dirais qu'il nous faut entamer un examen critique de nos rituels, euh, non pas simplement de dire comme Jules Boucher que le compas ne domine pas l'équerre, mais qu'à chaque degré, un outil acquiert tout simplement une importance plus grande, mais qu'il nous faut rompre avec ce postulat de la domination de l'esprit sur la matière, car c'est bien cette présomption qui a mené à cette volonté irrationnelle de maîtrise sur le vivant. Les utopies du 19e siècle à ce sujet sont maintenant nos dystopies, et nos rituels devraient en prendre acte. Certes, comme je l'ai dit, notre bestiaire est pauvre, ainsi que notre comptoir est végétaux, mais nous avons la symbolique des éléments. J'incline à penser qu'un renouvellement du commentaire est possible. Ainsi, l'épreuve de la Terre est présentée comme une descente en soi-même, dans l'isolement du cabinet de réflexion. Mais nous devons fidélité à cette Terre qui nous a produits. La descente vers les profondeurs devrait induire le sentiment de fidélité envers ce qui nous a portés et hissés vers le haut. Dans son petit traité des grandes vertus, André Comte-Sponville insiste sur la dérivation ou parenté étymologique entre la fidélité et la foi. Être fidèle et avoir la foi sont des attitudes reliées. Nous devons fidélité à cette terre qui nous a produits et portés, comme nous devons avoir la foi dans notre destin et notre solidarité terrestre. Souhaitons bonne chance à Elon Musk dans son projet de colonisation de Mars ou d'une quelconque exoplanète, mais nous restons sur Terre. Sur l'air, je dirais ceci. Nos rituels modernes associent l'air à l'intelligence et à l'esprit. Mais les traditions primordiales, qu'il s'agisse des nôtres ou celles de ces peuples indigènes, ont toujours associé l'esprit au souffle du vent. Mais le souffle nous unit, non pas uniquement à la civilisation et à l'humanité. Le souffle nous unit à tous les vivants. Ne devrions-nous pas rappeler ce fait scientifique évident dans notre commentaire sur l'épreuve de l'air? L'écologiste David Abram, que la revue Youthly Reader a classé parmi les 100 visionnaires de l'humanité dans un numéro spécial de 2019, a formulé le projet d'un Commonwealth du souffle, un Commonwealth du souffle, afin de mieux nous conscientiser à ce fait scientifique que nous partageons avec les non-humains une commune atmosphère. Je profite de l'occasion pour faire une digression. Parmi ces 100 visionnaires identifiés par la revue Youthly Reader, combien de francs-maçons? Staline demandait durant la guerre combien de divisions avait le Vatican, le pape. Moi, je préfère demander combien avons-nous de visionnaires? La franc-maçonnerie des Lumières, celle de Mozart, celle de Goethe, regorgeait de visionnaires. Mais qu'en est-il de la nôtre? Sommes-nous toujours une avant-garde? Ou sommes-nous une vieille et vénérable institution qui protège ses acquis? Ces dernières années, le GODF programmait des utopiales au printemps, où j'ai eu l'honneur en 2017 de participer. Mais c'est terminé, cet événement en tout cas. L'heure n'est plus à l'utopie. Edgar Morin dit avec raison qu'il nous faut maintenant éviter le pire. Mais qui sait, pour éviter le pire, peut-être avons-nous besoin plus de visionnaires que de conservateurs. Abordons maintenant le thème de la spiritualité autochtone et des peuples premiers. Ce sujet intéresse la Commission nationale de réflexion sur le développement durable depuis plusieurs années et bon nombre de loges ont travaillé
ce sujet, notamment sous l'angle d'un rapprochement symbolique. Je citerai à ce propos l'éloge Pierre Brossolette et Samarcande, ainsi que de manière générale le travail effectué par la commission elle-même sous la direction de Christian Dron, puis de Georges Denoni. Je voudrais m'efforcer de ne pas reprendre leurs analyses, au demeurant déjà publiées, mais faire, si possible, un pas de côté de plus. Dans un premier temps, je pense que la spiritualité et la culture autochtone se distinguent de notre civilisation occidentale, puisqu'il faut bien parler de décolonisation, par un rapport différent à la propriété de la terre. Il y a maintenant des cadastres, certainement, dans nos réserves autochtones au Québec. Mais quand les Inuits de Rivière-au-Tonnerre ont déclaré la rivière Macpie une personne juridique, c'est bien entendu parce qu'ils n'en revendiquaient pas la propriété au sens de la loi sur les plans d'eau. La rivière Macpie, pour eux, est sacrée. C'est-à-dire qu'en tant qu'être naturel, elle est animée. On peut dire d'elle ce que Spinoza dit du vivant, elle cherche à persévérer dans son être, et même plus, car pour une rivière, cela implique un commerce et même une bienveillance envers un grand nombre d'êtres qu'elle abrite et qui la composent, en un sens. Ce n'est pas surinterpréter le sens de ce que cherchent à affirmer les Inuits que de dire que la rivière a des intentions. La Terre n'est donc pas pour eux ce médium neutre qui permet à l'homme de descendre profondément en lui-même. C'est un être animé, vivant et doté d'intentions à l'égard des individus qu'elle abrite et qui la composent. Mais comme toutes ces considérations sont difficilement recevables pour notre entendement, les Inuits empruntent un chemin que nous connaissons et qui les sert de façon pratique. Ils déclarent la rivière comme personne juridique, c'est-à-dire une personne qui a des intérêts et persévère dans leur accomplissement. Ici également, nous pouvons trouver matière à réfléchir quant à notre symbolisme initiatique de la Terre. Je pense que l'idée de se déprendre du besoin de s'affirmer propriétaire va dans le sens du rituel du dépouillement des métaux préalable à toute initiation. L'écologiste américain David Abram cite un vieil autochtone aveugle qui savait identifier n'importe quel arbre en s'assoyant à côté et en entendant le vent chanter dans ses feuilles et autour du tronc. L'arbre répondait au vent, en quelque sorte. Pour les peuples autochtones, l'homme n'a pas le monopole du langage. Le rouge-gorge, le corbeau, l'ours et la rivière ont chacun le leur. Le langage est une propriété de la terre animée elle-même. Mais nous nous sommes soustraits de ce dialogue et nous nous sommes enfermés sous la chape de notre verbiage, aujourd'hui transféré des livres vers les écrans. Or, nous, francs-maçons, possédons un outil efficace pour nous déprendre de la chape de notre propre verbiage. C'est le silence. Par son silence, l'apprenti devient plus attentif à la parole des autres et approfondit le sens des relations entre chacun. Sans doute nous faut-il trouver une façon de transposer cette attitude dans la nature. J'ai sur mon téléphone une application du laboratoire ornithologique de l'Université Cornell. Je pourrais écouter tous les chants d'oiseaux du monde sur mon téléphone. Mais là n'est pas le but. Il faut réapprendre l'écoute de ce qui est non humain. Je me souviens des propos d'un climatologue durant la pandémie. Il disait que le silence des glaciers s'effondrant dans l'Arctique était effrayant. J'ai compris que ce qui l'effrayait n'était pas tant le soi-disant silence des glaciers, mais notre apathie et notre indifférence devant ce spectacle lointain. C'est l'emmurement de notre espèce dans son monologue qui a rendu les glaciers silencieux, ainsi que chacune des espèces récemment disparues ou en voie de l'être. Dès 1962, la biologiste américaine Rachel Carson sonnait l'alarme dans son essai Printemps silencieux, Silent Springs.
qui chiffrait la diminution des insectes et des oiseaux, tandis que vrombissaient à plein gaz les motorisés de notre agriculture industrielle. Par contraste, les outils de la permaculture sont plus silencieux et nous permettent de réentendre les voix de la nature. Je ne saurais vous expliquer comment nous pouvons enrichir notre silence maçonnique vers cette écoute du langage non humain. Tout ce que je sais comme vous, c'est que le silence pour nous est un apprentissage. Ces voix non humaines qui nous ont accompagnés durant la longue période de l'évolution naturelle sont en particulier celles des oiseaux. Les sciences du comportement animal nous apprennent que la plupart des animaux écoutent attentivement le discours des oiseaux, car celui-ci informe la forêt entière de ce qui arrive dans ses profondeurs. Pour nos ancêtres animaux, il en allait de même. Pour nos ancêtres humains aussi. S'accorder au discours vocal des oiseaux a été nécessaire pour la survie, notamment pour les chasseurs actifs du groupe. On peut avancer l'hypothèse que le langage sacré, attribué par les peuples autochtones à leurs chamans les plus puissants, souvent appelé le langage des oiseaux, provient des prémices de notre évolution où, à travers les oiseaux du ciel, les humains portaient attention à la frontière poreuse entre le monde humain et ce que David Abraham appelle le monde plus qu'humain. Le christianisme primitif a d'ailleurs muni ses anges de plumes. Était-ce une métaphore purement visuelle ou le reliquat d'une coordination entre l'homme et les animaux du ciel? Nos alchimistes du Moyen Âge n'ont-ils pas traité de leurs secrets dans la langue des oiseaux? Mais qu'est-il advenu de tout cela? Eh bien, voici. Nous avons stipulé que nous étions les seuls porteurs de la conscience dans le monde terrestre. Nous avons donc prétendu que la colombe était en fait la visitation d'une créature surnaturelle, la messagère d'une divinité céleste. Puis, ces messages étant rédigés dans des livres devenus sacrés, nous avons fait comme s'il n'était plus nécessaire d'écouter les oiseaux. Il suffit de lire le livre. Et maintenant, les oiseaux disparaissent, tandis que nous nous préoccupons de bien d'autres choses. En Europe seulement, il y aurait 800 millions d'oiseaux de moins qu'il y a 40 ans. Peut-être serait-il temps de revoir notre image de la voûte étoilée. Parce que entre la terre et le ciel existaient ces médiateurs qui semblent ne plus avoir pour nous d'existence symbolique. J'aimerais maintenant essayer de faire ressortir l'une des différences fondamentales entre les cultures et spiritualités autochtones et la franc-maçonnerie, toujours en gardant à l'esprit le rapport à la nature et au vivant. On en sait pas mal sur le chamanisme depuis les travaux de Mircea Eliade et ceux plus récents de Philippe Descola, qui est professeur au Collège de France. Beaucoup de francs-maçons s'y intéressent à cause de la dimension initiatique propre à la vocation et au rôle du chaman. Il apparaît que celui-ci doit s'immerger dans la nature. On ne prétend pas qu'il est seul avec lui-même, comme dans un cabinet de réflexion. Non, il est avec des non-humains ou des plus qu'humains, qu'il observe et avec lesquels il entre en relation. Le plus souvent, il y a une sorte d'élection de l'animal avec lequel il va s'identifier. Cela peut être un ours, un saumon, un corbeau. Cette identification totémique est reproduite aussi à l'échelle du clan. Je me souviens de l'artiste Guy Sioui Durand de Québec, que j'avais contacté à l'époque où Christian Dron voulait organiser un grand colloque sur la spiritualité autochtone. Guy nous disait qu'il faisait partie du clan du loup. Nous avons tendance à prendre ça seulement d'un point de vue métaphorique, comme nous le faisons avec nos outils et décors du temple. Mais pour les Autochtones, ce n'est pas ainsi. L'identification n'est pas une simple métaphore.
elle est littérale. Par exemple, Philippe Descola explique que les hachoirs de l'Amazonie pensent vraiment que les singes laineux qu'ils chassent appartiennent à leur lointaine parentèle. Alors, la relation des Autochtones à l'univers non humain est complexe. Elle a un sens littéral qui est métissé d'un sens métaphorique. Peut-être pouvons-nous aussi ajouter, puisque nous aimons le nombre 3, un troisième terme, et j'y reviens bientôt. Mais dans notre cas, à nous, francs-maçons, notre relation à la nature, je dirais qu'elle est purement métaphorique. Nous plaçons l'impétrant devant un morceau de plastique blanc où est dessinée une étoile éclairée par une ampoule de 100 watts. Et nous disons, mon cher ami, voici ton étoile flamboyante. Je cache le degré ici. Nous prétendons produire ainsi l'ébranlement et l'émotion propre à l'initiation, et même ce que les Grecs appelaient la métanoïa, c'est-à-dire la conversion de l'esprit. Évidemment, nous nous rabattons sur ce lieu commun de nos rituels. Ici, tout est symbole. Cette phrase, c'est le cache-sexe de la nudité de notre rapport au monde naturel et au monde sensible. Il est parti en fumée, comme l'encens d'église, et s'est transmuté entièrement en symbole. Ici, tout est métaphore, pourrait-on dire également. Mais ce qui paraît opposé comme rapport au monde entre nous et la spiritualité autochtone peut aussi révéler des similitudes et une possibilité de connexion. La franc-maçonnerie nous apprend à dépasser l'antagonisme de toute dualité par le nombre 3. Je vais donc insérer un troisième terme que j'appellerai le terme de la métamorphose. Parce que nous sommes, après tout, une société dite progressive, où nous métamorphosons le profane en apprenti, puis ensuite, c'est continuel d'une transformation à l'autre. Pour les Autochtones, les humains et les non-humains font partie d'un seul ensemble qui comporte des cycles et des alternances de positions. Et le chamanisme est un apprentissage des métamorphoses propres à la nature, entre humains et non-humains. Alors, en tant que francs-maçons, nous avons hérité des courants marginaux qui ont travaillé la spiritualité occidentale et qui tentaient d'apporter une compensation à ce caractère unilatéral du sens métaphorique de notre rapport au vivant et qui a été le fait du christianisme. On peut comprendre de cette façon le rôle compensateur de l'hermétisme et de l'alchimie au Moyen Âge, qu'un franc-maçon comme Goethe connaissait évidemment. Hortulanus, qui vivait au XIIIe siècle, traduisait ainsi ce passage de la fameuse table d'émeraude. Notre pierre est appelée parfaite parce qu'elle possède en elle l'esprit des minéraux, des végétaux et des animaux. Fidèle au christianisme, nous avons opté pour le seul sens métaphorique lorsqu'il est question de poissons ou de pierres. Mais les acquis de la biologie évolutionniste et les avancées de l'écologie contemporaine ne nous permettent-ils pas d'explorer le sens métamorphique que nous pourrions donner à notre relation au vivant? Dans un commentaire fantastique sur Spinoza, Gilles Deleuze explique comment, pour ce philosophe qui faisait contrepoids à l'unilatéralisme rationnel de Descartes, un individu ne se définit pas seulement par la disposition statique de ses organes. Il se définit par sa capacité à être affecté par d'autres individus et la puissance d'agir qui l'anime. Et l'être humain, dit Spinoza au livre 2 de l'Éthique, est un individu composé d'une multitude d'individus. Il est donc apte à être affecté par une multitude d'individus. Loin d'être une monade, l'être humain, en tant que composé d'individus, peut apprendre à composer de façon supérieure et former un individu supérieur, et cela à l'infini. Dieu ou la nature, disait Spinoza. Eh bien, c'est ce Spinoza qu'a suivi Goethe, cette pointe avancée des Lumières,
héritier de l'hermétisme et de l'alchimie, tout en étant au cœur de la pensée scientifique de son temps et même en avance sur elle sur certains points comme la botanique. Dans son roman initiatique Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, le héros visite la salle du passé où il rencontre un sarcophage. À l'intérieur, une momie tenant un livre et pointant un passage. Meister s'attend à lire le Memento Mori, quelque chose comme Souviens-toi que tu n'es que sable et poussière, comme dirait l'Ecclésiaste. Mais non, le message est N'oublie pas de vivre. Dans sa correspondance avec Eckelmann, Goethe écrivait L'homme éclairé laisse en paix les rêveries du futur et se contente d'être actif dans ce monde-ci. Alors, mes sœurs, mes frères, laissons à Elon Musk et à ses amis le soin de se réinventer sur Mars ou sur Sirius. Mettons de côté la part obscure, gnostique, de notre spiritualité, celle qui prétend que la matière et le vivant sont des mots dont il nous faut s'affranchir dans l'au-delà. Cette vision pessimiste persiste ici et là dans certains de nos rituels. Soyons actifs dans ce monde-ci que nous partageons avec tous les vivants qui nous ont accompagnés et le font toujours dans l'odyssée de l'évolution naturelle. À nous de leur faire une place dans notre parcours maçonnique. Je conclurai en citant le Rosaire des philosophes, un texte de l'alchimie médiévale. Chez ceux qui possèdent le symbole, le passage est plus aisé. J'ai dit. Merci, mon frère Yves, pour ce morceau parfaitement comptabilisé en termes de temps, parce que tu as respecté le temps imparti. Avant de laisser la parole à nos participants, de cette manière que je vais proposer, vous devez avoir sur votre écran la possibilité de lever la main. Posez directement votre question, puisque l'onglet QR, j'allais faire la remarque, Yves, c'est quand même un sacré truc de parler pendant 40 minutes sans boire un verre d'eau. Je me reprends là. Oui, peut-être que c'est pas vraiment de l'eau, mais l'important c'est de s'hydrater. Donc, De l'eau transformée en vin, c'est une métamorphose. oui, très bien. Je propose donc à nos frères et nos sœurs qui souhaiteraient prendre la parole pour poser une question, de lever la main grâce à l'icône réservée à cet effet. Je leur ouvrirai leur micro. Ils peuvent le faire aussi via l'onglet questions et réponses, qui n'a pas eu trop de succès, mais je sais qu'il y a aussi des privilégiés qui ont pu t'écouter en live, entre guillemets, donc ils ont eux aussi la possibilité de te poser des questions s'ils le souhaitent. Ouais. Ils ne sont pas branchés, eux, par contre, c'est ça. Oui, mais enfin, on les entendra. Oui, certainement. Alors, avant que les questions nous arrivent, bon, déjà te remercier. On ne dit pas merci, mais je vais remercier deux fois. Te remercier toi parce qu'on ne se connaissait pas. On s'est connus grâce à quelqu'un que je vais également remercier, qui fait partie des participants. C'est Blanche. Ah, Blanche de Il est Barre. avec nous, voilà, on s'est rencontrés en tant que nouvellement élu à la commission développement durable Région 9 au mois de juin, puisqu'elle t'avait rencontré sur Paris. Et voilà, on a monté dans l'urgence, en période estivale, ce projet de conférence, malheureusement uniquement en virtuel, enfin en web, mais peut-être qu'un jour ça sera en situation. Ah, je vois une question, c'est Jacques. Alors Jacques, eh ben, je trouve ton micro que tu peux activer en bas à gauche et nous t'écoutons. Eh bien, bonjour. Bonjour Bonjour, Yves. Jacques. Oui, bonjour. Tu ne m'entends pas très bien. Bon. Si, J'entends. parfaitement. OK, d'accord. Bon, écoute, on se connaît bien. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour, je veux dire, augmenter l'attention du public, du grand public, au message que l'on veut leur transmettre? Est-ce que c'est seulement par la publication, par l'exemple, par les conférences,
les visites de temples. C'est concrètement là. Moi, je trouve ça absolument remarquable, cette idée d'associer, disons, le côté spirituel ou la recherche de spiritualité au, à la recherche de la spiritualité chez les Amérindiens. Ok, ça, j'embarque là-dedans à 100%. Et tu te doutes bien pourquoi, puisque comme toi, j'habite euh, l'Amérique. Alors, est-ce que euh, on a les outils? Ok, est-ce que les obédiences nous donnent les outils pour changer, pour évoluer vers une plus grande reconnaissance de l'importance du rapport à la nature et la spiritualisation de ce rapport qui doit accompagner cette redécouverte de la nature. Tu veux que je réponde, Xavier, Ben maintenant? oui, 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 on écoute ta réponse. oui, c'est une Ouais. question. J'ai centré mon propos sur le travail qu'on fait en loge. Mhm. Parce que lorsqu'on ouvre les travaux, le rappel des principes, je connais celui au rite français, là, particulièrement, euh, comme je l'ai mentionné, ne nous dit rien sur ces nouvelles obligations, ces nouvelles responsabilités que nous avons à l'égard du vivant. Et de mon point de vue, c'est ça qu'on doit d'abord corriger OK. pour que les travaux qu'on fait en loge puissent s'orienter vers cette prise en compte des défis nouveaux que nous avons, nous, francs-maçons et l'humanité au 21e siècle. Mais comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas abordé le rôle des obédiences dans le domaine social, l'organisation de colloques ou la publication de Oui, je sais, communiqués, en une ou heure, on ne peut pas tout dire. le financement de fondations. Je sais que le GODF est actif discrètement à travers des fondations, mais j'ai pas voulu faire ça parce que je voulais pas donner de leçons de morale ou de conseils aux obédiences. Je saurais même pas quoi dire concrètement, mais ce qui m'a semblé important, c'est parler de nos principes, de nos symboles et comment les obédiences peuvent faire ce travail. D'ailleurs, il y a des commissions, des rituels qui peuvent se pencher sur les rituels et des fois les commentaires qu'on doit apporter à certains voyages initiatiques. À mon avis, rien n'est immuable ou coulé dans le ciment là, à ce propos, et que le commentaire peut être renouvelé, rafraîchi en fonction, par exemple, de cette prise de conscience qu'on ne peut plus dire comme au 19e siècle, comme le faisait Auguste Comte, que l'esprit domine la matière et que le compas domine l'équerre comme l'esprit Mhm. domine la matière. Tu vois, j'ai donné cet exemple-là qui m'a frappé, moi, dans mon parcours maçonnique. Alors, je m'en suis tenu à ça. Maintenant, pour ce qui est de l'organisation d'activités, il y a peut-être ici dans l'auditoire des membres de la Commission nationale de réflexion sur le développement durable, par exemple Xavier ou d'autres, qui seraient plus à même que moi de répondre sur les actions qu'ils ont prises ces dernières années, qu'ils ont mis en interrelation avec la société civile. Là-dessus, honnêtement, nous au Québec, en tout cas, on n'a pas la masse critique, Jacques. Je parle du point de vue de la franc-maçonnerie libérale, parce que toi, t'es un régulier, vous êtes plus nombreux. Là, je sais pas, comme on n'a pas de relation officielle, qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas On est faire? peut-être plus nombreux, mais on ne bouge pas plus. Ah ouais, ben, j'espère qu'ils t'entendent pas, là, mais oui. Oui. Merci Jacques Non, pour ta question et merci Yves pour ta réponse. merci. Sophie qui pose une question. Pensez-vous que la pollution du GODF est claire quant à la question de l'écologie? Il y a beaucoup à faire concrètement dans l'exemple dans nos loges et cette eau géo Conseil des Grands de l'Institut. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est une constatation. Roselyne, juste un salut amical et fraternel. Les questions viendront en privé. Tu as un salut également du frère Vincent et de son Orient d'Arlon en Belgique, visiblement. Il a également une question, un constat que tu as clairement exprimé sur les défis pour préserver l'humanité face aux défis climatiques. Il constate aussi que
les populations mondiales devront consentir. N'est-ce pas la même chose pour les maçons? Comment, voilà la question, comment susciter ce sentiment d'urgence au sein de la franc-maçonnerie? Voilà. Je répondrai pas pour ce qui est du Grand Orient de France, parce que j'en fais pas partie, puis ça serait peut-être indélicat de ma part de juger de l'action de cette obédience considérable qui a plusieurs bras qu'on voit pas toujours. Il y a des fondations, je le disais tout à l'heure, qui s'affichent pas nécessairement comme étant maçonniques, mais qui néanmoins travaillent. Mais s'il y en a d'autres qui veulent le faire, là, je sais que la Commission nationale de réflexion sur le développement durable n'a peut-être pas eu le succès escompté pour faire passer ses propositions au récent convent, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé de la nécessité de lier ensemble l'argumentaire sur la laïcité, qui est très important au GODF, qui en fait un cheval de bataille, à raison d'ailleurs, mais de lier cet argumentaire-là aux défis posés par les changements climatiques et l'extinction de la biodiversité. À mon avis, il y a une façon, je l'ai esquissé un tout petit peu à travers le défi posé sur les structures d'accueil avec les migrants climatiques. Si on veut empêcher la montée aux extrêmes, on voit un peu ce qui se passe en Allemagne ces derniers jours. Je crois que la laïcité va jouer un rôle important. Il faut utiliser ça dans notre argumentaire pour faire passer les propositions de la CNRDD, si je peux me permettre cette suggestion. Maintenant, je pense que l'idée importante qu'on doit retenir, qui est à la fois symbolique et organisationnelle, c'est l'idée d'alliance. Hein. Alors, les alliances se font sur une base organisationnelle, mais elles sont aussi symboliques et vécues comme une métamorphose. On s'est considéré comme un roitelet qui brandissait son sceptre de la rationalité puis de la maîtrise technique. Et puis là, on doit se départir de cette position-là. Puis vous avez un penseur inclassable en France qui s'appelle Baptiste Morisot qui parle de l'importance de nouer des alliances avec le reste du vivant, dont certains nous sont vitaux, que s'ils disparaissaient, on serait menacé. Alors, l'idée d'alliance, je pense que la franc-maçonnerie la porte à travers la notion de concorde, mais il faudrait peut-être la revamper avec ces considérations-là sur l'interdépendance des espèces, les alliances que nous pouvons tisser avec d'autres vivants, puis aussi les alliances que la franc-maçonnerie peut faire avec certains pans de la société civile qui militent dans ce sens-là. C'est peut-être beaucoup de choses, puis je voudrais pas, j'ai pas la prétention de tracer un programme, un manifeste pour le prochain quinquennat de la franc-maçonnerie. Eh bien, tu as aussi un grand salut et des remerciements roumains de Mircea. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Très bien. Eh bien, Mircea Deaca était le grand maître du Grand Orient de Roumanie. Et en 2019, il voulait organiser un colloque sur la franc-maçonnerie et les défis de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est soi-disant une nouvelle ère géologique où l'être humain est un acteur qui fait concurrence aux grandes forces de la Terre et du climat. C'est une hypothèse qui fait son chemin dans le milieu scientifique. Et puis, il y a eu la pandémie, et puis ça n'a pas marché. Mais Mircea est un franc-maçon qui, en Roumanie, pilote beaucoup de groupes qui réfléchissent à ça. Je suis content qu'il ait été là. merci à Yves, merci à vous tous. Il est temps pour nous de clore, il est 20 heures. Il y a Marc Horowitz qui veut prendre la parole. Ah, mais ça sera la dernière prise de parole. Est-ce que tu m'entends si je parle comme ça sans... Parfaitement, tu peux y aller. Ouais, voilà, donc c'est aussi bien comme ça. Hop, voilà. Bonsoir à tous. C'est juste parce juste pour dire que les utopiales, contrairement à ce qu'a dit Yves tout à l'heure, ont repris force et vigueur en cette année avec le 250e anniversaire de l'appellation Grand Orient de France. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour le sujet de ce soir, c'est qu'effectivement, au dernier convent, le mot nature et le mot vivant que un certain nombre de nos frères et de sœurs
ont voulu intégrer dans dans la Constitution. Tout a été balayé, mais par des scores assez importants. Donc, je veux dire, c'est toujours pas mûr. Et la troisième chose, c'est qu'il y a dans les collections du Grand Collège des rites écossais Grand Orient de France, donc la juridiction écossaise des hauts grades, un livre sur franc-maçonnerie et anthropocène qui mérite peut-être d'être lu par un plus grand nombre que des seuls écossais des hauts grades. Merci de m'avoir donné la parole, et même si on ne remercie pas, et merci à Yves pour son remarquable discours de ce soir. On voit qu'il y a du travail à faire. Si ces propositions-là ont été battues dans des proportions de 9 voix contre une, hein, c'est qu'on doit travailler pour convaincre nos frères et sœurs de la pertinence. Allez, une ultime question d'Estelle, Estelle qui te salue et qui te demande quelle place du féminin, selon toi, faire avancer, le mot n'existe pas, mais je le rajoute, avancer ces idées que tu as pu exposer. Oui. C'est la dernière question, c'est normal. Je souris parce que je parlais tantôt à mon hôte, Teddy, d'une conférence que j'ai donnée en Roumanie en 2018 où j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'on m'a fait remarquer que j'avais pas utilisé d'auteur femme dans ma communication. Puis tout au long de la période de questions, j'ai eu à me défendre sur ce sujet. On n'a pas parlé des idées, on a dit comment ça se fait que vous n'avez pas cité de femmes, qu'il y avait juste Freud et Darwin dans ce cas-ci, puis qu'il n'y avait pas de... Mais bien sûr, toute cette question de la performance et de la destruction qui s'ensuit dans notre société où tout va très vite, l'écoféminisme a tenté d'y remédier en valorisant des qualités que les traditions, à tort ou à raison, parce que les traditions ont opéré une division du travail comme une division des genres aussi, hein. Aujourd'hui, on va dire, bon, faut faire attention, on va accuser de mégenrer, c'est facile. Mais donc, la femme proche de la nature, hein, les divinités matriarcales qui ont été remplacées par les divinités patriarcales plus agressives au premier millénaire avant Jésus-Christ. Les divinités matriarcales est liées à la fécondité, puis et donc à l'idée de prendre soin, bien sûr, à l'accueil, à l'hospitalité. Ce sont des valeurs que l'écoféminisme aujourd'hui promeut. Et je pense que c'est un vecteur de changement positif, bien entendu, oui. Merci Yves. Il est temps de clore ce webinaire. Peut-être le clore sur cette notion de ton affirmation de silence, finalement, pour écouter sa métamorphose et cette notion d'alliance que tu proposes désormais au plus proche des ondes vibratoires de la nature, finalement. Peut-être ça pourrait faire une bonne et belle conclusion. Je remercie tous les participants qui sont venus, qui sont restés. On espère qu'ils vont vaincre désormais. On voit qu'il y a un peu de travail encore. Et puis te remercier toi de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. En France, tu avais peur de t'ennuyer, Yves. Donc tu dis, je vais organiser une petite visio. Ça t'a permis de rencontrer des frères nantais. On a un côté à côté de toi. Il m'a fait part de tout le plaisir et le bonheur qu'il a eu de t'accueillir et de te véhiculer dans cette belle ville de Nantes. Je crois que vous avez fait de belles visites aussi sur cette ville. Donc merci, je te laisse. Aller au Jardin des Plantes, tu vois. Jardin des Plantes. Eh bien, je te laisse le mot de la fin et clore ce webinaire. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas en remettre. Je suis conscient de la difficulté du propos, en ce sens que la tâche est immense, hein. Et puis, je me souviens de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui disait
au chef d'État qui était devant lui lors d'une conférence sur les changements climatiques. L'humanité va droit dans le mur et je ne vois de vous poindre aucun signe de changement. Il s'adressait comme ça directement au chef de l'État. Bon, nous, on est des francs-maçons, on est habitués à l'examen critique, on fait un travail d'introspection, puis on a cette volonté de compter pour quelque chose dans le changement. On veut se changer nous-mêmes et changer le monde. On- et peut-être que, comme le disait le grec, était-ce Archimède, donnez-moi un point d'appui, un levier, et je soulèverai le monde. Donc, si on est capable, en continuant ce genre de réflexion, d'anticiper le changement qui est nécessaire, du moins entre nous, francs-maçons, puis à l'extérieur du temple, ça viendra, mais il y a un travail à faire. Puis tout à l'heure, Marc a bien montré à quel point, au Grand Orient de France, malgré la générosité et le dévouement de ses membres, sur ces questions-là, il y a encore un travail à faire. Donc, il faut compter sur nous-mêmes et pas baisser les bras. J'ai dit. Bonne soirée à tous. Merci de votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.